Bonsoir à tous, les grandes gueules Moyen-Orient numéro 7, bienvenue dans nos débats. Comme tous les soirs à 20h heure de Paris, 21h heure de Tel Aviv, voici le sommaire. La France assimile-t-elle trop facilement l'islam au terrorisme? C'est en tout cas ce qu'estime l'ONG Human Rights Watch. Nous avons posé la question sur Twitter. Qu'en pensent nos grandes gueules? Elles nous le diront dans un instant. Sous De Gaulle ou Mitterrand, Véran aurait été viré. La phrase est signée Jean-Christophe Cambadélis. Ce socialiste dans l'âme, aujourd'hui président de Nouvelle Société, passera le grand oral ce soir des GGMO. 13 chrétiens tués chaque jour dans le monde en raison de leur foi. Une persécution qui s'aggrave, principalement pour les chrétiens d'Orient, mais aussi en Afrique. Alors sont-ils les grands oubliés de ce 21e siècle? Ce sera notre débat des GGMO. Enfin, des messages par milliers pour quitter WhatsApp et rejoindre Signal, un concurrent présenté comme indépendant. Un vent de révolte contre les GAFA est-il en marche? Les GGMO veulent savoir. Et bonsoir à tous, bonsoir à nos grandes gueules de ce mercredi soir. Bonsoir Noémie Aliwa, bonsoir Stéphane Bajman, directeur de l'Occitanie Israël, conseiller du commerce extérieur pour la France. Jonathan Simon-Selem, bonsoir. Bonsoir. Conseiller consulaire des Français d'Israël. Et je salue également nos grandes gueules parisiennes. Ce soir, Elisabeth Lévy, directrice de la rédaction du magazine Causeur. Bonsoir ma chère Elisabeth. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir également Yves Tréhard. Bonsoir. Éditorialiste politique. C'est un plaisir de vous avoir. Bonsoir. Tous les deux avec nous en direct ce soir. Et si vous voulez bien, nous allons commencer par une phrase diplomatiquement incorrecte. Et cette phrase est signée Human Rights Watch. Tous les ans, cette ONG dresse le tableau de l'état des droits de l'homme dans le monde. Elle n'épargne aucun pays. Mais ce qui a attiré notre attention, ce sont les accusations portées contre la France. Écoutez plutôt. Nous avons été profondément préoccupés par la manière dont le gouvernement français a répondu à la menace terroriste. Oui, il y a des actes de violence, mais le gouvernement semble assimiler l'islam en général à la menace terroriste. Et c'est une énorme erreur. La France, en dépit de sa tradition de laïcité, doit trouver un moyen de respecter le droit des gens à croire et à manifester leurs croyances, tant qu'il n'y a pas de violence. Si le gouvernement diabolise un croyant quelconque et assimile la croyance à la violence, cela va éloigner les gens de l'État et pousser la religion vers la clandestinité, ce qui est finalement très dangereux. La France assimile l'islam au terrorisme. On vous a posé la question sur Twitter, on vous montrera vos réponses dans quelques instants. Les grandes gueules, je vous interrogerai également. D'abord, Noémie Aliwa, on va peut-être d'abord essayer de comprendre qui se cache derrière cette ONG. Oui, Benjamin, et celui que vous venez d'entendre, il s'appelle Keren Roth. Il est diplômé en droit de l'université de Yale et ancien procureur de la Cour d'appel de New York. Depuis 30 ans, il dirige donc cette ONG, Human Rights Watch, c'est-à-dire la plus importante organisation de défense des droits de l'homme dans le monde, qui emploie 400 salariés avec un budget de 85 millions de dollars. Il est aussi connu pour ses positions radicales et c'est loin d'être la première fois qu'il accuse la France de diaboliser les musulmans. En mai dernier, il avait déjà taxé la France, je cite, d'islamophobie parce qu'elle interdit la burqa. Il avait relayé sur Twitter un article du Washington Post qui dénonçait une forme de deux poids, deux mesures entre l'obligation du port du masque dans les lieux publics et l'interdiction du voile intégral. De même, plus récemment, en décembre, il avait jugé que la dissolution du collectif contre l'islamophobie en France, dit CCIF, menaçait des droits humains et les libertés fondamentales. Ce sont des mesures qui, selon lui et son organisation, stigmatisent les musulmans. Alors, je vais me diriger d'abord vers les grandes gueules parisiennes. Est-ce que vous partagez ce constat, Yves Tréhard? Est-ce que la France confond trop vite l'islam et le terrorisme, comme l'estime cette ONG? Absolument pas. C'est vraiment un constat tout à fait affligeant avec, je dirais, une plaidoirie qui mérite 0 sur 20. D'abord, qui ne correspond absolument pas à la réalité. Il faut remettre les choses un peu à l'endroit, me semble-t-il. D'abord, aujourd'hui, le terrorisme en France, il vient
effectivement de l'islam, certes d'un islam dévoyé qui s'appelle l'islamisme, mais il vient bien de l'islam. Deuxièmement, il y a effectivement pour la France et en France un grand problème justement d'intégration de cette religion dans la République française. Et donc il n'y a absolument pas un acte de rejet ou de racisme. La preuve, c'est que l'actuelle majorité, comme les majorités précédentes, puisque tous les gouvernements s'y sont employés, cherchent à faire en sorte que cette pratique de l'islam puisse s'inscrire en conformité avec ce qu'on appelle, et ce qui ne veut rien dire d'ailleurs, les valeurs républicaines. Alors comment vous comprenez l'analyse de cette ONG ? Qu'on soit américain. On comprend l'analyse de cette ONG parce qu'il est américain, ce monsieur. Et ce monsieur, évidemment, est pour la libre expression de toutes les diversités. La France n'est pas contre toutes les diversités, sauf quand ces diversités s'expriment par la violence et la force. Et c'est bien le cas. En plus, il faut que ce monsieur comprenne une chose, c'est que l'islamisme en France, s'exprime de deux façons. Il s'exprime effectivement par la force et par des attentats, mais il s'exprime aussi, et surtout en ce moment d'ailleurs, par une espèce de soft power qui consiste à s'immiscer dans tous les replis de la société pour essayer de conquérir et d'installer une contre-culture. Alors attendez, il y a une réaction à Tel Aviv. À la culture française et à la culture nationale. Il ne faut pas tout confondre. La violence, il faut la condamner, ça c'est sûr, mais en train de dire le soft power, c'est vraiment des thèses complotistes qu'on a entendues sur d'autres personnes à une autre époque. Donc on ne peut pas dire ça non plus. Absolument. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Oh non. Mais si, il ne faut pas tout mélanger, parce que vous donnerez raison. Vous donnerez raison à ces gens après. Je voudrais dire une chose. Je voudrais dire une seule chose. Yves Tréhard et ensuite vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Je ne vous connais pas. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez. Mais je vous interdis de dire que je dis n'importe quoi. Ce sont des arguments. Comme moi, je ne me permettrai pas de vous dire que vous dites n'importe quoi. Parler de la violence, on parle de la violence là, c'est pas pareil. Alors moi, je ne suis pas Elisabeth très Lévy. loin de me le permettre. Moi, je ne suis pas très loin de me le permettre. Pas du tout. Non, mais je vois qu'il faut élever la voix pour se faire entendre, alors je vais le faire. Parce que ce que vous êtes en train de dire est tout simplement absurde. Évidemment qu'il y a un soft power, c'est ce que nous appelons le séparatisme. Évidemment qu'il y a une conquête, une tentative de conquête des esprits musulmans, c'est l'islamisation de la société musulmane, disons, que l'on voit absolument dans les quartiers, et tout le monde le voit, même le président de la République, donc vous pouvez toujours le nier. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, c'est tout à fait ce que disait Yves, ce que je trouve intéressant, il y a évidemment, si vous voulez, une contre-société, comme disait Elisabeth Badinter, qui est en train de se former à l'intérieur de la société française. Ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur nous reproche de ne pas être américain, parce que l'Amérique, comme l'a dit Yves, c'est venez comme vous êtes, c'est McDo. C'est chacun vient avec toi ta burqa et moi ma mini-jupe et tout va bien se passer. La France, c'est pas ça. En France, il va falloir que quelqu'un s'adapte à quelqu'un. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est aussi une question de rapport de force, d'accord ? C'est qui doit s'adapter à qui ? Eh bien, moi je pense, comme à peu près tous les Français, comme une grande partie des musulmans français, que c'est à l'islam de s'adapter à la France, et c'est ce que nous demandons. Mais juste pour terminer, monsieur, pour vous dire que, si vous voulez, tout ça est tout à fait documenté, il y a maintenant des chiffres, il y a eu des enquêtes du CNRS, ce ne sont pas des fous réacs, ni des... je veux dire, il y a eu des sociologues, si vous voulez, nous savons maintenant qu'en gros, un tiers, nous savons maintenant, qu'un tiers de la population musulmane refuse à peu près, si vous voulez, de vivre dans le même monde mental que nous, et eh bien, ça nous pose un problème, et ça n'a rien à voir. J'ajouterai à propos à ce que dit Elisabeth. Je On ne confond pas. Yves Tréhard. Je veux quand même redire une phrase qui est citée des propos de cette ONG, parce que ça va dans le sens de notre débat. Si le gouvernement diabolise un croyant quelconque et assimile la croyance à la violence, cela va éloigner les gens de l'État et pousser la religion vers la clandestinité, ce qui est finalement très dangereux. Jonathan Simon-Célène. Ce sont des belles phrases, et c'est son opinion personnelle, mais ce n'est pas la réalité. Le rapport, moi je l'ai lu, il fait 7 pages, le rapport de Human Rights Watch sur la France. Il donne son opinion, mais ce n'est absolument pas établi
étayer de faits. En ce qui concerne la question, là, en l'occurrence, de savoir si la France confond l'islamisme ou l'islam et le terrorisme. L'islam et le terrorisme. On parle Moi, d'islam, j'étais assez surpris, pour vous dire la vérité. J'étais complètement d'ailleurs surpris. J'ai cru mal entendre. Parce qu'en France, on tourne dans tous les sens, toutes les télévisions en permanence, pour dire que, justement, le terrorisme, ce n'est pas l'islam et qu'il faut faire la différence en permanence. Donc, je me suis dit, mais d'où vient cet homme? C'est pas possible. Il écoute pas les pourquoi cette ONG dénonce cet amalgame? Parce que cette ONG, on la connaît très bien. Elle a une fixation sur tous les médias, sur tous les pays démocratiques. On parle de la France, mais on aurait pu parler d'Israël. Parce que c'est un rapport mondial. Hein, oui, absolument. En fait, il fait un rapport détaillé État par État. Et d'ailleurs, on parle d'Israël. Vous remarquerez que le seul pays sur toute la liste des 193 pays qu'il y a, où c'est pas un seul pays dans la liste, mais c'est deux, c'est Israël et Palestine ensemble, le rapport. Et que seulement 10% du rapport sur Israël-Palestine et des territoires, concerne les abus des Palestiniens. Mais bon, peu importe. Concernant la France et le terrorisme, en permanence, on fait la différenciation entre l'islam et l'islamisme et entre l'islam et le terrorisme. Alors que cet homme, cette bien-pensance de gauche américaine qui veut nous faire croire qu'on peut tout dire alors qu'il est très content qu'on muselle Donald Trump et ses supporters aujourd'hui, viens nous faire la leçon, je le prends assez mal. D'accord, donc au fond c'est la légitimité de cette ONG, de ce rapport que vous remettez en question. Je vous redonne la parole Yves Tréhard, juste un mot d'abord parce que notre public a voté aujourd'hui sur notre page Twitter. On va regarder ensemble les résultats et Yves, je vous redonne la parole juste derrière. À une grande majorité, à la question, selon ce rapport Human Rights Watch qui donc dénonce l'attitude française, la France assimile-t-elle trop l'islam au terrorisme? À une écrasante majorité, à plus de 70% sur Twitter et également Instagram, vous dites non, ça va dans votre sens, Yves Tréhard. Eh bien oui, heureusement que les personnes interrogées sont suffisamment lucides. Ce que je voulais ajouter à notre interlocuteur qui contestait ce que nous disions avec non, mais Elisabeth, je ne conteste pas le fait le vrai danger en France. Yves, terminez, je vous donne la parole. Le vrai danger en France, il est effectivement dans les attentats, puisque en plus il y a mort d'hommes ou de femmes à chaque fois, ou la plupart du temps, évidemment. Mais le vrai danger, il n'est pas tant là que dans la façon dont justement certains musulmans se servent de cette religion, de leur religion, pour essayer, de détruire, il faut le dire, de détruire la culture française et mais vous mélangez tout là, vous mélangez la tout. culture française par leur culture. Mais vous mélangez les choses, vous mélangez les choses. Je ne donnais pas raison à cette organisation. Je ne donne pas raison à l'organisation. Écoutez-moi. Laissez-moi terminer. Laissez les gens terminer. Je vous ai écouté. Yves Tréhard a terminé et après Stéphane Bachmann. Je n'ai pas terminé et vous ne savez pas ce que je vais dire. Yves Tréhard. Vous savez que la première marche justement vers l'islamisme, et toutes les études convergent dans ce sens-là, la première marche vers l'islamisme violent et terroriste, c'est justement toutes ces jeunes, toutes ces personnes qui se laissent embringuer, enfermés dans une idéologie qui est une idéologie militante, une idéologie politique, qui est une idéologie qui consiste à détruire au sens propre, j'entends bien ce que vous dites, figurer la culture française. Mais donc c'est l'islam politique. Stéphane Bachmann. Mais je ne dis pas le contraire. C'est-à-dire vous ne m'avez pas laissé terminer, vous ne m'avez pas écouté jusqu'au bout. Je ne suis absolument pas d'accord avec cette organisation. Je pense que l'État français fait bien la différence entre les musulmans et les terroristes et la violence. Vous n'avez pas écouté ce que je vous disais. Simplement, ce que l'État fait et ce que les médias font, c'est pas la même chose. Je pense qu'il y a certains médias qui, eux, font un amalgame. C'est ça la différence. Mais l'État français ne le fait pas. Il est très très loin de le faire. Je vais vous répondre. Alors que dénonce aujourd'hui cette ONG? Mais je suis pas d'accord. C'est l'État français. Non, c'est faux. C'est faux. Vous dites c'est faux. Je dis c'est faux. Non mais si ça vous ennuie pas, je vais vous répondre. D'accord ? Ben, je vous écoute. Merci, je vais vous répondre. C'est très simple, personne ne fait cet amalgame. Simplement, il y a une chose que peu de gens veulent bien voir, si vous voulez, c'est que nous n'avons pas affaire d'un côté, si vous voulez, ça ce serait trop facile, la vie serait trop belle. D'un côté, si vous voulez, à des méchants islamistes, si vous voulez, et de l'autre côté, à des gentils musulmans, parce que bien entendu, les jeunes qui insultent Mila, c'est quoi ? C'est des islamistes ou des musulmans pour vous? Les jeunes qui disent à Mila, sale pute, on va te tuer. Si vous voulez, il y a notre problème, si vous voulez, est une imprégnation sociale qui, dans les quartiers, devient très
très importante qui, dans la jeunesse musulmane, selon les enquêtes chez les jeunes musulmans, cette imprégnation touche la moitié des jeunes musulmans. Alors bien entendu, il a raison, le terrorisme n'est en réalité que le dernier de nos problèmes. Notre premier problème, c'est ce qui fait le terreau du terrorisme, qui est en train de créer des fractures fondamentales parce que des jeunes Français ne veulent plus vivre comme on vit en France, en gros, parce qu'ils considèrent que nos mœurs ne sont pas les bonnes, que notre façon de vivre n'est pas la bonne, que la présence des femmes, ça ne va pas. Mais on est d'accord. Et ça n'est pas une toute là, vous êtes petite d'accord minorité. là-dessus. Noémie Aliwa. Si vous voulez, personne... Là, on touche à une distinction fondamentale, c'est celle de savoir quel est le lien entre l'islam et l'islamisme. Et Éric Zemmour, par exemple, pense que l'islamisme est la continuation de l'islam. D'autres pensent que l'islam et l'islamisme sont deux choses complètement différentes. Je pense qu'on peut être musulman, je pense qu'on peut être musulman et croyant sans pour autant être islamiste. Est-ce qu'il y a un lien entre toutes ces personnes, entre les personnes qui insultent Mullah et celles qui vont poser bien sûr qu'il peut y avoir un lien, comme il peut y avoir un lien entre quelqu'un qui va fumer de la marijuana et qui va passer à une drogue dure. Bien sûr qu'il y a un lien. On ne devient pas islamiste si on n'a pas été musulman à un moment donné. Donc vous comprenez qu'on doit prendre des mesures contre eux, par exemple pour régenter l'islam de France, pour combattre l'islamisme. Mais bien sûr. Il est clair qu'il y a un vrai problème. Personne ne dit le contraire. Simplement, je dis que dans certains médias, on s'amuse à faire un amalgame qui est dangereux. C'est autre chose. L'État français ne le fait pas. Alors, on va avancer dans notre débat et si vous voulez bien, nous allons accueillir maintenant, juste après, pardonnez-moi Yves, je donne la parole juste après, on va d'abord recevoir notre invité du Grand Oral. Et c'est le président de Nouvelle Société, ancien premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, qui est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Jean-Christophe Cambadélis. Bonsoir. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté notre invitation dans les Grandes Gueules Moyen-Orient. D'abord une question sur notre débat, je pense que vous l'avez écouté depuis chez vous depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous répondez à cette question quand cette ONG dit « La France dans la lutte contre le terrorisme fait un petit peu trop vite ce raccourci, islam égale terrorisme ». La France non. Des gens en France, oui. Et la France, non, elle ne l'a jamais fait. Elle ne le fera jamais parce qu'elle a une constitution laïque. Et donc, ici, dans ce pays, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays d'ailleurs, on a le droit de croire ou de ne pas croire, de croire à la religion que l'on souhaite. Alors après, il y a, j'ai bien entendu, un autre débat qui est lui-même très important, qui est le rapport de l'islam avec notre société, dernière religion qui arrive et qui cherche à faire sa place, évidemment. Et puis, au sein de l'islam, des cristallisations de plus en plus radicales qui ont décidé de croiser le fer avec la République. Mais là, ce que dénonce cette ONG, c'est l'attitude de la France. Mais elle a tort. Il n'y a pas d'attitude de la France. L'attitude de la France est très raisonnable, très responsable et très respectueuse des religions, en particulier de l'islam. Personne n'est persécuté en France pour la religion que l'on veut défendre Monsieur Cambadélis, j'ai une question pour vous, parce que ce débat sur l'islam, l'islamisme, le terrorisme, on l'a déjà fait, on le refera certainement 1000 fois, mais j'ai une question sur les leçons à tirer du rapport qui est publié aujourd'hui. Toutes les grandes démocraties à travers le monde, la France y compris, organisent une partie de sa politique extérieure, de ses relations étrangères, avec les rapports de ces ONG, dont celui de Human Rights Watch. Quand on voit que la France est largement tabassée dans ce rapport, il y a 11 points différents sur lesquels la France est tabassée aujourd'hui. La manière dont la France traite les mineurs immigrants, les violations les violences policières, il y a 11 points au total. Quand on voit la manière dont la France est attaquée et donc dont les gouvernements étrangers vont percevoir la France, est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'au niveau du Quai d'Orsay, il va falloir revoir sa manière de percevoir les rapports comme celui du Human Rights Watch ? Vous savez, je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner, et deux, je pense que les diplomates à l'échelle internationale ne fixent pas leur analyse de la France par rapport à des rapports menés par contre, les diplomates fixent une partie de leur politique étrangère, les diplomates français fixent une partie de leur politique étrangère, notamment sur Israël, on le voit au Proche-Orient, avec les rapports que publie justement Human Rights Watch ou B'Tselem ou d'autres ONG. Donc la question c'est de savoir si la France... Est-ce qu'on dirait c'est indifférent ou pas ? C'est ce que demande Jonathan Simon-Selem.
Ou est-ce qu'on passe outre? Non, mais moi, je pense que là, il y a des rapports qui sont excessifs. Sur certains points peuvent se discuter, mais qui sont excessifs et qui ne doivent pas impressionner la France. Par ailleurs, il y a une politique étrangère qui ne se base pas sur les prises d'opposition de telle ou telle association, dont c'est entièrement le droit. Ils ont entièrement le droit de dire ce qu'ils pensent et ce qu'ils entendent. Et mon expérience, c'est que les diplomaties ne se fixent pas, peut-être qu'on peut le reprocher d'ailleurs, pour d'autres pays, ne se fixent pas par rapport au rapport du mouvement associatif. D'une ONG ou d'une autre. J'aimerais bien entendre une réaction à Paris, Yves Tréhard. Oui, je voulais savoir, parce que un de vos... Bonsoir, vous allez bien Jean-Christophe. Je voulais savoir quels étaient les médias qui étaient mis en cause, parce qu'on dit que ce sont les médias qui sont, pour certains d'entre eux, mis en cause dans cette... Dans le rapport, il cite aucun média. On va voir. Dans ce rapport. Dans le rapport, il cite absolument aucun média. Hein. Oui, il ne cite pas de médias, mais Bon, bah alors, je vois pas pourquoi M. Wajman parle... Ah ben moi, je veux dire, si vous pourquoi lisez M. Wajman Valeurs parlait de Actuelles, médias qui pour vous donner faisaient un exemple, vous lisez Valeurs Actuelles, je pense que l'amalgame est fait. Vous écoutez certains autres médias. Mais attendez, je vais vous dire quelque chose allez voir, que vous vous écoutez oubliez. M. Zemmour, qui est écouté par tout le monde. Je vais vous dire un Pour truc lui, que vous tous les oubliez. musulmans sont à mettre dans le même sac. Vous n'avez pas à me dire le contraire. Elisabeth Lévy. Non mais, excusez-moi, vous avez oublié simplement peut-être une petite chose, c'est qu'en France, le droit au blasphème est parfaitement... Il n'y a pas de notion de blasphème dans le code pénal et on a le droit de détester une religion si ça nous chante. Mais je parle d'amalgame, c'est pas la même chose. Vous êtes en train de nous dire compris. qu'il y a des gens qui s'en prennent à l'islam. Ben oui, si vous écoutez Zemmour, qui est énormément lu et écouté, non, mais il fait un amalgame pour lui, un musulman devient automatiquement pratiquement un islamiste. Non. Bah si, bah écoutez. Bon, je vous laisse répondre, mais on va pas parler un quart d'heure d'Éric Zemmour sur ce plateau. Le sujet, c'est pas Éric Zemmour. En l'occurrence, le rapport de l'ONG ne parle pas d'Éric Zemmour non plus, et il fait un amalgame sur la France. Il parle de la France. Mais on est d'accord. Et par ailleurs, on est d'accord que ça n'a rien à voir. Que la France ne doit absolument pas être mise en cause. Elisabeth, un mot de réponse. Non, mais je voulais dire que dans tout ça, il ne faut pas oublier que par ailleurs, il est parfaitement légitime, si c'est ça qu'on pense, de dire qu'on n'aime pas l'islam ou le judaïsme ou le bouddhisme ou le communisme. C'est parfaitement légitime. J'ai pas dit que c'était interdit, mais on le dit. Aujourd'hui, on est accusé d'islamophobie. Mais je parle pas de vous, là. Non, excusez-moi, la conversation ne tourne pas seulement. Mais je parle pas de moi du tout. Je parlais de Zemmour qui le dit. C'est lui qui le dit. Bien, attends, on va arrêter avec Zemmour parce que c'est pas le sujet. Noémie Aliwa. Noémie Aliwa. Vous êtes avec nous, on va en profiter. Je voulais vous interroger sur des propos de Joe Biden que vous avez peut-être vus, qui ont été prononcés hier. Et en fait, il parlait des allocations qui vont être allouées en priorité aux minorités, les aides financières, donc aux Noirs, aux femmes, aux Hispaniques. Qu'est-ce que vous pensez de cette dérive identitaire de la gauche? Est-ce que vous l'avez vu venir et qu'est-ce que vous proposez contre, puisque c'est votre famille politique? Jean-Christophe Cambadélis. Non mais chez Joe Biden, chez Joe Biden, pardon, je crois que c'était à moi que vous le disiez, pardon. Je suis désolé, Naomi. Joe Biden et le Parti démocrate, ce n'est pas tout à fait le Parti socialiste, mais c'est une prise de position. C'est une prise de position du président des États-Unis dans un pays où les allocations sociales sont extrêmement faibles. Et qu'il essaye de concentrer cette action dans les secteurs les plus défavorisés de son pays, pour moi, ça ne me choque pas. Une politique racialiste. Une racialisation du débat, effectivement. C'est-à-dire qu'on choisit les personnes en fonction de leur couleur de peau. Est-ce que je peux compléter la question de Noémie? Mais non, on ne choisit pas en fonction de leur couleur de peau, on choisit en fonction de là où se concentre la pauvreté. Aux États-Unis, on n'est pas en France. En France, ce sont des allocations de type universel, donc c'est tout à fait différent. Elisabeth, vous vouliez ajouter quelque chose? Elisabeth Lévy, en 30 secondes. Non, je voulais ajouter, non mais juste Jean-Christophe Cambadélis, j'ai bien senti que Noémie voulait vous faire parler de notre gauche et que, si vous voulez, aux États-Unis, on peut même pas parler de dérive identitaire. La politique identitaire fait partie de leur politique depuis très longtemps, l'affirmative action, etc. Mais je pense que Noémie voulait pointer peut-être une certaine dérive de notre gauche, une dérive identitaire, racialiste. Réponse Jean-Christophe Cambadélis. Sur cette dérive de partie de la gauche. Il nous reste 30 secondes, Jean-Christophe Cambadélis. Et en 30 secondes, c'est vrai que ça existe,
je le combats, parce que pour moi, la République doit être impartiale, et elle ne peut pas être suivant les communautés et leur défense. Donc, je combats cette dérive. Elle est de plus en plus importante. Elle est très présente dans les universités. On est très loin du temps où moi, je les fréquentais. Et cela pose un problème. À la fois pour la gauche, mais aussi pour l'ensemble de la société française. Merci beaucoup Jean-Christophe Corbeil-Elise d'avoir accepté l'exercice de nos grandes gueules Moyen-Orient, répondre à nos invités à la fois Paris et Tel Aviv. L'exercice est compliqué, on se retrouve tous ensemble juste après la pause dans 3 minutes, tout juste. À tout de suite. Et de retour dans les grandes gueules Moyen-Orient, merci d'être fidèle à notre rendez-vous. Comme tous les soirs à mes côtés, Noémie Aliwa. Ce soir, Stéphane Blajman, directeur de l'Occitanie Israël. Jonathan Simon-Selem, conseiller consulaire des Français d'Israël. À Paris, Elisabeth Lavie, directrice de la rédaction du magazine Causeur, ainsi qu'Yves Tréhard, éditorialiste politique. Alors, si vous étiez avec nous hier soir, vous vous souvenez peut-être, nous avons longuement parlé de cette affaire Deliveroo, ce chauffeur qui à Strasbourg a refusé de livrer des clients, disait-il, parce qu'il était juif. On apprend ce soir bien que ce livreur non seulement a été identifié, mais également qu'il passera demain 14h en comparution immédiate. Information qui émane de Samy Guezlan et du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Bien entendu, puisque nous avons évoqué l'affaire hier dans les grandes gueules, nous en parlerons demain lorsque nous aurons la suite des événements. En tout cas, ça prouve que la justice est sur le dossier. Place maintenant à notre grand débat des GGMO. 13 chrétiens sont tués chaque jour dans le monde en raison de leur foi. Année après année, les statistiques s'aggravent dans une sorte, on peut bien le dire, Noémie Aliwa, d'apathie générale. Oui, Benjamin, ce sont des chiffres qui se font froid dans le dos. D'après l'association protestante évangélique Porte Ouverte, la persécution des chrétiens dans le monde a augmenté de 60%. La majorité des assassinats antichrétiens en 2020 ont eu lieu sur le continent africain, plus de 90% d'entre eux, notamment à cause de la montée en puissance des groupes djihadistes en Afrique subsaharienne. Le triste record de meurtres est détenu par le Nigeria, où plus de 3500 chrétiens ont été assassinés en une année à cause notamment de Boko Haram, suivi du Congo et du Pakistan. Cette persécution a particulièrement été catalysée par la pandémie, notamment en Inde. L'étude évoque des chrétiens précaires qui ont subi donc la crise économique et sanitaire de plein fouet et qui ont été discriminés, par exemple en étant systématiquement écartés de l'aide alimentaire. C'est un phénomène qui progresse chaque année sans forcément susciter les atermoiements des professionnels de l'indignation. Alors, les grandes gueules, dans un instant, je vous demanderai de réagir, mais d'abord, on va entendre une parole d'une personne concernée au premier chef, Monseigneur Pascal Golnisch. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'œuvre d'Orient. Merci d'être avec nous ce soir dans les grandes gueules Moyen-Orient. Noémie vient de nous le rappeler, ces chiffres sont absolument terribles et surtout ce ne sont pas forcément les lieux que l'on croit. 91% des chrétiens tués l'ont été sur le continent africain, Nigeria, RDC ou ceux qui sont arrêtés en Érythrée. C'est là aujourd'hui que les groupes djihadistes font le plus de ravages ? Ah, certainement, oui. Absolument, c'est d'ailleurs pour ça aussi que l'armée française essaye d'y agir. Hein. C'est certainement dans cette région d'Afrique que les choses sont les plus cruelles. Vous aviez créé en 2016 un cri d'alarme chrétien d'Orient, résister sur nos terres. Vous appeliez alors à la mobilisation, notamment en Syrie, en Irak, en Libye. Est-ce que vous estimez aujourd'hui avoir été suffisamment entendu quand on voit ces chiffres qui ont été publiés et divulgués il y a quelques heures ? Non, pas du tout. Je n'ai pas été suffisamment entendu, mais j'ai quand même été écouté. Mais l'action n'est pas suffisante. Et je voudrais en particulier évoquer les grandes organisations de défense des droits de l'homme. Vous évoquez le rapport de l'association à bras ouverts qui a fait un travail remarquable, une association protestante. Il y a aussi l'aide à l'Église en détresse, qui est une organisation catholique, qui a fait aussi un travail d'étude remarquable. Mais je regrette que les grandes organisations de droits de l'homme sont très silencieuses sur ce qui concerne les chrétiens. Si je regarde par exemple nos amis d'Amnesty International, qui font un rapport sur l'Arabie Saoudite, il y a 2 millions de chrétiens qui vivent en Arabie Saoudite, qui n'ont pas de droit à un lieu de culte, qui est quand même prévu par la Charte des Nations Unies, dont l'Arabie Saoudite est membre, et même membre du Comité des droits de l'homme. Il n'y a rien sur les chrétiens en Arabie Saoudite. Et donc vous voyez,
et vous le savez bien, parce que ça concerne beaucoup de minorités, et en particulier le judaïsme, il y a une espèce de banalisation de la discrimination. Donc on discrimine, et puis on dit, bon, c'est comme ça, c'est inévitable, dans une société à majorité musulmane, c'est dans l'ordre des choses, des petites discriminations par-ci, des petites discriminations par-là. Puisque ça se passe dans les pays musulmans, il faut le préciser. Oui, En majorité, oui, c'est vrai. J'ai aucun scrupule à le dire. Et donc, on banalise la discrimination, ce qui fait que le passage de la discrimination à la persécution, finalement, est en quelque sorte facilité. On s'est tellement habitué à considérer que les chrétiens n'étaient pas des citoyens à part entière, des citoyens comme les autres, que c'était normal qu'ils n'aient pas les droits fondamentaux auxquels ils peuvent prétendre. Et ben, quand il y a une discrimination, oui, c'est un accident. Alors, ce sont des actes de violence ponctuels. Je rappelle que le printemps arabe dont on parle, puisque ça fait 10 ans, a commencé par 2 cathédrales où il y a eu explosion de bombes. La cathédrale syriaque-catholique de Bagdad. Il y a les faits, il y a les faits, mais ensuite il y a médiatisation. Monseigneur Pascal Goniche, il y a des causes. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il y a au fond des causes qui ont davantage pignon sur eux que d'autres. Et comme vous le savez, je vous parle depuis Tel Aviv, donc je pense que vous avez compris à quoi je fais allusion. C'est quoi? C'est que l'indignation aujourd'hui des hommes est sélective? Oui, bien sûr qu'elle est sélective. Bien sûr, elle est sélective. Et je pense qu'on s'habitue trop vite à ce que dans un pays... Je ne parle pas de pays musulmans, parce que moi je ne sais pas ce que c'est qu'un pays musulman, pas plus qu'un pays chrétien. Dans des pays où il y a une majorité musulmane, on trouve normal que les chrétiens, puisque bien souvent il n'y a plus de juifs dans ces pays depuis quelques années, mais ça aurait été la même chose avec les juifs, on est banalisé sur les discriminations. Et donc après ça, qu'est-ce que voulez-vous? Donc pas de la discrimination, de la persécution. Qui veut réagir? Nos grandes gueules à Paris, Elisabeth Lévy. Oui, ben c'est intéressant parce que ça prolonge, bonsoir monsieur, merci pour vos éclairages, c'est intéressant parce que ça prolonge notre débat précédent, si vous voulez. C'est-à-dire que ce qu'on peut constater à la fois aussi bien dans une banlieue française qu'en Afrique ou dans un certain nombre de pays, c'est que quand l'islam est majoritaire, il est en quelque sorte, il a des pulsions totalitaires. Celui qui ne fait pas partie de la communauté musulmane, enfin au Soudan, où on connaît des histoires absolument épouvantables, des jeunes femmes qui ont été tuées parce qu'elles avaient bu dans un verre, enfin bon, on connaît toutes ces histoires. La seule chose, c'est sur l'indignation sélective. En réalité, je crois quand même, il y a beaucoup d'associations en France. Il y a Le Figaro, peut-être il va en dire un mot, parle beaucoup de ces sujets des chrétiens d'Orient. Ça fait une grande page dans Le Figaro aujourd'hui d'ailleurs. Je crois qu'il y a beaucoup, c'est en fait la distance. Non mais, vous voyez, je crois quand même que c'est la distance en fait. C'est pas simplement, il est vrai que pour beaucoup de gens maintenant, si vous voulez, il y a quand même, la France a un rapport particulier avec ces minorités chrétiennes. Et comme vous l'avez dit, les Juifs ont disparu, donc ça c'est acté. Et la question que je pose avant de passer la parole à Yves, c'est en fait, est-ce qu'à terme, est-ce que ces gens pourront rester dans ces pays-là? Alors, je voudrais ajouter à ce que dit Elisabeth 2 choses. D'abord, moi je ferai la distinction entre les chrétiens d'Orient proprement dit et les chrétiens d'Afrique, continent sur lequel je vais souvent et sur lequel je travaille beaucoup. Sur les chrétiens d'Orient, je pense qu'il y a un problème majeur. Non seulement ils sont persécutés, effectivement, par les majorités musulmanes et qui sont souvent radicalisées. Je pense à l'Irak, je pense à la Syrie et je pense aujourd'hui à la Turquie, à l'Égypte, même si l'Égypte c'est l'Afrique. Et aussi, elles sont victimes du fait qu'il y a une déchristianisation des populations en Europe, et notamment en France, qui fait que, l'indignation est beaucoup moins forte dans nos pays européens, parce que, finalement, ils ne connaissent pas trop l'histoire de ces chrétiens d'Orient, et ils se détournent un peu de justement leur c'est très intéressant ce que vous dites, origines religieuses. Monseigneur Pascal Goniche, comment vous réagissez à cette réflexion? Parce qu'il y a une déchristianisation. Je vais réagir. Je pense que ces affaires de déclaration en France ne sont pas bien analysées. En réalité, nous sommes passés d'un christianisme souvent social à un christianisme plus authentique. Donc, du coup, on a moins, effectivement, de fidèles. Mais ceci dit, nous aurions tort de penser sa déclaration est si puissante que ça. Regardez, avec la Covid,
nous avons réalisé qu'il y avait beaucoup de messes en France, qui étaient un peu ignorées. On pensait que, bon, à Noël, il y avait peut-être un truc à Notre-Dame de Paris, à Rome. Ou des gens qui se sont réveillés brusquement, qui ont eu envie d'aller à la messe parce qu'on leur interdisait d'y aller. C'est peut-être ça aussi. Pas du tout. Pas du tout. Ils étaient à la messe. Je suis désolé, ils étaient à la messe. Regardez le nombre de messes de midi à Noël. Il y a quand même. Dans nos paroisses. Ils étaient à la messe. Ils ne se sont pas réveillés pour ça. Simplement, ceux qui se sont réveillés, ce sont les analystes qui se sont rendus compte qu'il y avait des chrétiens qui venaient à la messe plus nombreux qu'ils n'étaient. Alors c'est bien de le noter. Est-ce que Monseigneur Gollnisch, est-ce que le fait que ces chrétiens soient persécutés par des musulmans est la raison pour laquelle on n'en parle pas, à part dans le Figaro apparemment aujourd'hui. Est-ce que c'est sujet tabou? Non, mais je voudrais... Excusez-moi, je crois que je voudrais ajouter quelque chose, si vous pouvez. Juste après Yves Tréhard, Pascal Gollnisch d'abord. Je crois que la presse en parle effectivement, et nous sommes un certain nombre d'organisations à essayer de mobiliser la presse de bonne volonté. On a une presse quand même de bonne volonté en France qui en parle. Je parle des organisations des droits de l'homme. Excusez-moi, regardez sur Amnesty International, regardez sur la Fédération, la Ligue des droits de l'homme, etc. Quand est-ce qu'on parle des chrétiens, non seulement dans les pays du Moyen-Orient, mais effectivement en Afrique du Nord, mais aussi au Pakistan, mais aussi en Inde. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des causes plus valables que d'autres aujourd'hui. Ce n'est pas mentionné dans les organisations de défense des droits de l'homme. Noémie Aliwa. Déjà, merci d'avoir dit la Covid. On sait qu'il y a deux écoles toujours sur ce mot. Je voulais simplement vous poser une question. On est ici à Tel Aviv, donc une question plutôt locale. Est-ce que vous considérez que les communautés chrétiennes d'Israël sont mieux loties globalement que dans le reste du Moyen-Orient? Ça, c'est le super tabou. Je pensais que vous vouliez que je le dise, et je le dis. Parce que moi, je n'ai aucun scrupule à dire les choses. Il est évident que pour les chrétiens qui sont en Israël, la situation est plus facile que ceux qui sont dans nombre de pays à majorité musulmane. Pourquoi, selon vous? Je pense aussi que pour les chrétiens de Palestine, ce n'est pas toujours facile. Non, c'est totalement différent. Aujourd'hui, la plupart des Arabes palestiniens chrétiens de Bethléem ont quitté la Palestine parce qu'ils étaient persécutés. Et ceux de Gaza sont partis complètement. Et ceux de Gaza sont complètement partis, il faut le reconnaître. Mais n'oublions pas, il se passe aussi des choses en Israël. Là, à Noël, vous avez 2 sapins de Noël qui ont été brûlés. Dans des villes arabes en général. Oui, dans des villes arabes, on a 2 sapins de Noël qui ont été brûlés. Et à Nazareth, on a aussi de moins en moins d'Arabes chrétiens. Donc, alors que si vous venez à Yafo, il y avait des centaines de personnes, malgré le confinement, qui prenaient des photos devant l'arbre de Noël. Monseigneur Pascal Gollnisch, je sais que vous devez nous laisser. Je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous ce soir pour montrer du doigt et souligner ces chiffres absolument catastrophiques, non seulement sur les chrétiens d'Orient, parce qu'on en parle de temps en temps ici, mais aussi parce que c'est aussi des données importantes, les chrétiens d'Afrique. Merci d'avoir été avec nous. Yves Tréhard, je vous donne la parole. Merci à vous. Oui, je suis capable d'être grande gueule. Alors, justement, je voulais revenir sur les chrétiens d'Afrique. Si vous me le permettez, je voulais revenir sur les chrétiens d'Afrique, parce que la donne est assez différente. D'abord, il faut le savoir, il y a une inversion, si on n'y prend pas garde, notamment vis-à-vis du catholicisme. C'est moins vrai pour le protestantisme, parce qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques sur place, mais pour ce qui est de l'inversion, vous avez des inversions de domination religieuse en Afrique. En Côte d'Ivoire, par exemple, eh bien, en Côte d'Ivoire, les Côte d'Ivoire qui étaient à majorité chrétienne il y a encore 20 ou 30 ans, est aujourd'hui à majorité musulmane. Dans un autre pays comme le Kenya, pour prendre l'Afrique de l'Est, eh bien, vous avez un pays là qui est de plus en plus islamisé, musulman, et de musulmans souvent radicaux, parce qu'il y a une inversion des équilibres justement religieux. La deuxième réflexion que je voudrais faire, c'est que les printemps arabes ont effectivement mis à feu et à sang une grande partie de l'Afrique centrale et de l'Afrique occidentale, parce que des populations et des tribus qui se sont islamisés et qui ont recruté notamment des populations, des jeunes qui étaient un peu désœuvrés et qu'ils ont réussi à recruter dans leurs katibas, c'est parce qu'on appelle ça des katibas, eh bien ces jeunes, ces katibas qui venaient du nord de l'Afrique se sont engouffrés
vers le sud et vers le Sahel, jusqu'à aller faire des attentats d'ailleurs sur les rivages de la Côte d'Ivoire à Grand Bassam, des attentats islamistes, et c'est ça le grand problème. Et je vais rappeler, Yves Tréhard, ce chiffre, 91% et c'est ça le grand problème de des l'Afrique chrétiens aujourd'hui. tués cette année l'ont été sur le continent africain. Il y a une chose importante qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut déplorer, c'est absolument affreux ce qui leur arrive, mais dans le même temps, ces gens qui tuent les chrétiens tuent aussi d'autres musulmans. Ce sont des radicaux qui ne font pas de différence et qui tuent tous ceux qui ne pensent pas comme eux. Et ça se passe en même temps. Et ça, il ne faut pas l'oublier aussi. C'est vrai, c'est pas faux. Mais je voudrais ce soir aussi avoir une pensée déjà pour l'Afrique. On parlait de l'Afrique il y a un instant. Question démographie en Afrique. N'oublions pas que dans 20 ans, il y aura plus d'habitants au Nigeria qu'il y en a aux États-Unis. Et donc, c'est aussi un problème sur lequel il va falloir travailler dans les prochaines années. Et vous savez que j'ai longuement habité en Afrique subsaharienne et que ce problème, justement, de Boko Haram, c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Mais je voudrais surtout aussi qu'on pense ce soir. Donc, on ne doit pas se dire c'est loin, c'est l'Afrique. Ça concerne des milliards de gens. Ce qui se passe aujourd'hui en Afrique remontera inévitablement vers l'Occident dans les années suivantes. C'est inévitable. Mais je voudrais aussi qu'on pense ce soir à ce qui se passe, à quelque chose qui est plus proche de nous ici en Israël, aux chrétiens du Liban, qui n'ont plus de pays. Et ils fuient le Liban. Et d'ailleurs, quand on est en Afrique, et Yves Tréhard, qui connaît très bien l'Afrique, le saura autant que moi, il y a des tonnes et des tonnes de Libanais qui sont aujourd'hui établis en Afrique, ou en Amérique du Sud d'ailleurs, parce qu'ils sont chrétiens et qu'ils n'ont plus de maison au Liban. Un peuple sans terre est condamné à disparaître. C'est un prêtre qui dit ça, Père Arbez. Et je pense qu'il a tout à fait raison et qu'il faut absolument pouvoir aider ces chrétiens qui n'ont plus de terre et qui n'ont plus aucun droit sur leur terre. Eh bien, ce sera le mot de la fin sur ce débat-là en tout cas. On va maintenant passer à la dernière séquence de cette émission. Alors vous savez que pendant que nous sommes à l'antenne, on a tous nos téléphones qui vibrent sur la table. Nous ici en studio à Tel Aviv, vous de votre côté Elisabeth Lévy également et Yves Tréhard à Paris. Depuis 48 heures, je ne sais pas pour vous, mais moi je reçois un très grand nombre. Paris, on n'en a pas. Vous l'avez pas, vous êtes sage, bravo à vous. Je reçois depuis 48 heures, vous n'imaginez pas, une foule de messages d'amis, d'inconnus qui me disent il faut quitter WhatsApp et télécharger une appli concurrente qui s'appelle Signal. Et la raison en fait, eh bien, c'est désormais la fédération des données entre WhatsApp et Facebook. Alors, je vais vous poser une question pour les quelques minutes qui nous restent. Est-ce qu'un vent de rébellion est en train de souffler en ce moment chez les utilisateurs des GAFA, Elisabeth Lévy ? Oui, alors ça, c'est sans doute un petit peu l'écume des choses. J'attends de voir combien de gens vont se désabonner de Twitter, de Facebook, etc. Évidemment. Parce qu'en fait, si j'avais une baguette magique pour revenir au monde d'avant les réseaux sociaux, je pense la réalité, c'est qu'ils ont fait plus de mal que de bien. Ils ont entraîné une dégradation de la parole publique, de l'expression publique, du débat public qui me semble irréversible. Donc je n'ai pas cette baguette magique, on a un monstre, on va devoir vivre avec. Parce que maintenant, si vous voulez, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que tout simplement, une grande partie des humains de cette planète considèrent désormais que pouvoir s'exprimer à tout moment, surtout planétairement, est un droit de l'homme. Et que vous n'arriverez pas à les convaincre et qu'effectivement, il faut revenir au monde d'avant où la parole était réservée à un beaucoup plus petit cercle de gens. En fait, cette démocratie va tuer l'intelligence. Ce qu'ils appellent la démocratie, parce que c'est... Non, mais cette idée que tout se vaut, si vous voulez, cette idée de l'horizontalité générale. Le relativisme. Je suis d'accord, mais ça, c'est un autre débat. C'est-à-dire, il n'y a pas de hiérarchie, tout le monde est... Oui, mais est-ce qu'on peut faire sans et est-ce qu'on peut maintenant les boycotter ? Le fondement des réseaux sociaux... Mais ça me fait vraiment rire. Moi, je finis très vite, pardon. Merci. La réalité, si vous voulez, c'est que pour mettre ces GAFA sur pied, il a fallu deux choses. Une inventivité technologique extraordinaire, un talent technologique extraordinaire et des fonds énormes, si vous voulez. Et moi, quand on me dit l'Europe va faire ses GAFA, etc., excusez-moi, je suis très sceptique parce que je suis pas sûr qu'on est l'un et l'autre. L'Europe, non, mais ce qui est sûr, c'est que... Non, mais attendez, il faut quand même revenir à une chose. Il faudrait se rebeller. Attendez, juste une chose. D'un seul coup, on a peur que nos données soient... dans le cloud, soit quelque part. Mais elles le sont déjà. Ça fait des années qu'elles y sont. Et ce que WhatsApp fait maintenant, ça ne changera pas grand-chose. Alors qu'est-ce que vous dites à ceux qui nous regardent et qui nous envoient tous depuis 48 heures des messages en me disant « sors de WhatsApp ». Il faut se rebeller contre les GAFA, mais pas pour ça.
Il faut se rebeller pour là au niveau financier. Il faut se rebeller contre eux pour les milliards qu'ils empochent et ils sont dans des paradis fiscaux. Mais c'est ça le vrai scandale. Le scandale, c'est plus les données. De toute façon, depuis le 11 septembre, les Américains ont toutes les données. Ici, on a toutes les données. Partout, on a toutes les données. Donc, encore un petit peu, encore un peu moins, ça ne change rien. Le vrai problème aujourd'hui, c'est l'argent qui disparaît, l'argent dont on a besoin et on l'a plus aujourd'hui. Et ça, personne ne dit rien. Donc c'est une lubie, Jonathan Simon s'élève. Finalement, l'argent qu'on donne en ce moment de ça, je pense que Jonathan et après Yves. Moi je pense qu'il y a un vrai problème sur les données, mais c'est pas le seul. Si vous me donnez à moi les clés de la Banque de France et que vous dites aux policiers de tourner la tête, vous pouvez être sûr que je vais aller ce soir récupérer quelques lingots et j'y retournerai demain. Et ben c'est ce qui se passe avec les GAFAM. C'est-à-dire qu'ils ont la porte ouverte, ils font ce qu'ils veulent partout, que ce soit de manière financière ou sur les limitations de la liberté d'expression ou sur le contrôle du droit à l'image ou sur le contrôle de nos données. Et vu que personne ne régit tout ça, ils font ce qu'ils veulent. Oui, mais qui peut régir Yves Tréhard? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir que des États entiers. C'est évident, et plus d'argent. Bah, bien sûr, ils ont plus de pouvoir que les États entiers. Vous l'avez vu avec d'ailleurs la censure, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, du président Trump. Absolument. Ce qui prouve que des entreprises privées, de leur taille et de leur dimension, ont plus de poids que la première puissance mondiale. Moi, je crois qu'il ne faut pas se rebeller contre les GAFA. Pourquoi? Parce que les GAFA, si on voit ça de leur clocher, elles ont raison. Ils ont raison, ces géants américains. Il faut se rebeller contre ceux qui n'ont rien fait, justement, pour essayer de les rendre responsables sur le plan éditorial, sur le plan fiscal, sur le plan juridique. C'est évidemment les États. Regardez l'Europe, si on ne prend que l'Europe. Je suis d'accord avec Elisabeth, je pense qu'on aura bien du mal à créer un ensemble d'opérateurs qui soient aussi puissants qu'eux. Mais l'Europe a laissé passer les trains pendant des années et des années. Il a fallu qu'il y ait un nouveau commissaire en Europe, à Bruxelles, qui est français d'ailleurs, qui s'appelle Thierry Breton, pour s'attaquer aux mammouths. Et je doute qu'avec ses petits moyens, il y arrive. Le problème, c'est qu'à chaque fois que les États commencent à parler des GAFA et en voulant les limiter, on dit « Ah, vous voulez censurer les GAFA, vous êtes la Corée du Nord », mais quand c'est l'inverse, on dit justement, comme le disait Stéphane Blajman il y a un instant, quand ce sont les GAFAM qui censurent le président Trump, on dit « Ah bah, ils ont le droit puisque c'est des privés ». Moi, je remarque une seule chose, que quand on veut faire quelque chose... On est mélangé dans une contradiction. C'est ça. Notre liberté de les utiliser et de l'autre côté de dire oui, ce sont des organisations. Aujourd'hui, les seuls États qui touchent aux GAFAM, ce sont des États sur lesquels c'est difficile de parler, comme l'Ouganda, par exemple, qui publie hier soir un communiqué de presse qui disait on va limiter l'action de Facebook ici, puisque Facebook n'est pas très ami avec nous. Elisabeth Lévy. Non mais d'accord, mais cela dit, il y a aussi un autre problème, c'est qu'en fait, personne n'est capable aujourd'hui de faire la régulation. C'est-à-dire, personne n'est capable de dire quels sont... En gros, les GAFA sont des extraterritoires. Ils n'obéissent plus aux lois du pays où ils sont. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Twitter en France, vous ne pouvez pas faire respecter la loi française. Et que font les gouvernants? Alors, ils ont essayé de faire une usine à gaz où on leur donnait les clés. On leur disait, c'est vous qui allez décider ce qu'on a le droit de dire. Moyennant quoi, dès qu'il y a un bout de sang, même un micro bout de sang, si vous voulez, vous êtes censuré, mais par contre, vous pouvez vous prendre des menaces antisémites, tout ce que vous voulez, ça va rester. Donc, si vous voulez, tout ça n'est pas raisonnable parce qu'en fait, ce sont des territoires hors la loi. C'est hors la loi. Et Stéphane Blajman, ce que vous disiez tout à l'heure est très intéressant. Pour les gens qui nous regardent et qui ont reçu comme moi ce message, quittez WhatsApp, quittez peut-être Facebook, allez sur Signal, sur un autre. De toute façon, quand on allume notre téléphone ou quand on ouvre une application, la première question qu'on nous pose, c'est acceptez-vous les cookies? Voilà. Que vous sachiez, vous qui nous regardez, quand on vous demande d'accepter les cookies, les fameux cookies, c'est pas des gâteaux, c'est noter toutes les données qui sont utilisées sur votre téléphone ou votre ordinateur. Donc, que ça soit WhatsApp, Facebook ou un autre, c'est trop tard. La vidéo, les GAFA, etc. C'est trop tard. On est passé à un monde aujourd'hui où on sait tout sur tout le monde. Alors, si vous n'avez rien à cacher, vous pouvez vous en sortir, mais ça reste quand même un vrai problème. Et d'ailleurs, on l'a vu en Israël. On l'a vu en Israël au moment au début de l'épidémie de Covid, quand on a mis tout le monde en isolement. Si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à montrer. On a dit, avec les données que traite la police, on sait exactement ce que vous faites, ce que vous êtes en train d'acheter en carte bleue, etc. Elisabeth Lévy, la question, c'est pas d'avoir quelque chose à cacher. C'est simplement que si vous faites des courses aujourd'hui sur Internet, pendant un mois, vous allez avoir des publicités dédiées sur le même produit que vous avez acheté. Je peux vous répondre là-dessus? Bien sûr, bien sûr.
Non mais je peux vous répondre là-dessus, la terre entière publie des photos de ses vacances, des ceci, des cela, raconte sa vie partout, s'exhibe, parle de ses problèmes d'enfance. Enfin, je veux dire, tout le monde exhibe tout et après on nous dit oh là là c'est affreux, ils savent ce que j'achète. C'est une blague. C'est de l'exhibition généralisée. Il y a des expériences très concrètes qui ont été menées et je suis sûr que d'ailleurs si vous parlez très près de votre téléphone en disant voyage en Thaïlande une dizaine de fois, je peux vous assurer que demain matin vous aurez des publicités pour des voyages en Thaïlande sur votre téléphone portable. Vous en avez partout. Oui. Alors est-ce que vous préférez quelque chose de ciblé qui vous intéresse ou d'autres qui nous intéressent? Ce qui fait peur, c'est de comprendre que ces publicités correspondent exactement à nos besoins. C'est ça qui nous fait peur, Yves Tréhard. Oui, mais ce qu'il y a aussi, c'est que moi je pense que ce qui est important, bon, il traque nos désirs, nos besoins, peu importe. Quand c'est gratuit, ce qui est grave, c'est que c'est la parole publique. Quand elle est en jeu, quand la parole publique est en jeu et qu'elle est justement détruite, abîmée par les réseaux sociaux. Et là, la responsabilité, elle est aussi de la part des responsables publics, c'est-à-dire des dirigeants d'État, des dirigeants d'entreprise. Quand ils mettent en jeu leur entreprise, c'est de savoir ne pas, comme le disait Elisabeth tout à l'heure, parler à tort et à travers, tout le temps, comme l'a fait le président Trump, et de s'exhiber d'une certaine façon, parce qu'ils deviennent des proies faciles. Et là, ils détruisent, ils sapent l'autorité justement. C'est-à-dire qu'ils se servent de cet outil, mais on devient des victimes. Noémie Aliwa. Vous parlez des autorités politiques, mais c'est valable pour toutes les paroles d'autorité. Il y a aujourd'hui des philosophes, des sociologues qui ont des pensées complexes, comme on dit, qui voient leurs paroles complètement dénaturées, tronquées, coupées, et on leur fait dire quelque chose d'autre. Je pense à Alain Finkielkraut, par exemple. C'est terrible, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont construit des pensées extrêmement complexes, et justement, avec ces réseaux sociaux, on va les détruire exactement comme dans l'attaque de Philippe Rob, c'est-à-dire à partir de rien. C'est la cancel culture. Quelque chose. C'est vrai, mais vous confondez aussi un peu réseaux sociaux et GAFA. Non, mais c'est pas si on peut échapper aux réseaux sociaux, parce que ça, vous pouvez y échapper. C'est un choix. Mais par contre, échapper aux GAFA, vous ne pouvez pas. Bien sûr. Et c'est pas la même chose. Oui. C'est beaucoup plus grave. Mais parmi les GAFA, il y a le M de Facebook. Elisabeth, en 30 secondes, ce sera la conclusion. Juste pour aller, un mot pour aller dans le sens de ce que disait Noémie, c'est-à-dire qu'en fait les réseaux sociaux sont la technologie parfaitement adaptée au lynchage. Des messages courts qu'on peut amplifier pour les rendre viraux, voilà, chercher le mot de viralité, si vous voulez. Et donc, si vous avez des meutes, comme l'a parfaitement bien dit Noémie, des meutes qui ne lisent pas, qui machin, vous prenez un mot, c'est la technologie qui vous permet d'industrialiser ce genre de choses. Merci beaucoup. Merci à tous. Justement, la technologie, c'est notre question Twitter du jour. Je rappelle que vous avez été très nombreux à voter aujourd'hui, je vous en remercie. Est-ce que la France, comme l'affirme une ONG, confond islam et terrorisme? Vous avez été une grande majorité, 60% à nous dire non. Merci à tous d'avoir été avec nous. Rendez-vous demain soir, 20h, pour les Grandes Gueules.